Mesdames et messieurs, bonjour, ou peut-être bonsoir dans tous les cas. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Écoverte qui décrypte les questions environnementales en République démocratique du Congo et au-delà. Nous avons le plaisir de recevoir un grand chercheur dans les secteurs. Il s'agit de Valentin Omasombo Wotoko. Il est docteur en sciences biologiques et il est spécialisé dans la primatologie. Il est primatologue et spécialisé dans la conservation de la nature, la biodiversité, la conservation de bonobos. Avec lui, nous parlons de cette question d'actualité qui regarde la RDC. Il s'agit de la décision du gouvernement, l'arrêté du Premier ministre Judith Suminwa qui crée le couloir Kivu-Kinshasa pour conserver justement la nature en République démocratique du Congo, privilégier le développement d'une économie verte en RDC, justement pour lutter contre ce que vous avez appris, la déforestation et la destruction de la biodiversité, notamment à cause de conflits armés, conflits multiformes à l'est du pays et un peu au-delà, parce que le couloir Kinshasa, Kivu-Kinshasa, va partir de la région du Kivu, comme le nom l'indique, en passant par la RN4, justement, jusqu'au bassin du Congo, pour atterrir dans la capitale Kinshasa. On parle avec cet expert, justement, pour voir les avantages, les inconvénients, c'est que le pays doit gagner dans ces secteurs de la conservation de la nature pour promouvoir, justement, l'économie verte. Vous savez que le président Tshisekedi, lors de l'un de ses sommets, notamment la rencontre avec les corps diplomatiques, avait déclaré que la RDC voudrait devenir le pays solution justement dans ces secteurs de l'environnement. C'est plus ou moins 1 milliard de dollars d'investissement. Qu'est-ce que le pays doit tirer dans ces secteurs? Quel avantage pour les communautés locales? Ce que nous parlons avec notre invité, M. Masombo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, je ne l'ai pas dit assez. Peut-être que vous puissiez vous présenter vous-même. J'ai parlé tout simplement. Vous êtes docteur en sciences biologiques. Oui, merci. Je suis Valentin Omasombo Wotoko, docteur en sciences biologiques et ma spécialité c'est la biologie de la conservation et j'étudie les primates. C'est pourquoi je suis primatologue et l'animal phare ou l'espèce modèle c'est les bonobos. Alors, merci beaucoup. On a dit que c'est une question d'actualité. La RDC avait préservé une zone d'exclusion très très vaste qui s'étend de Kivu jusqu'à Kinshasa. C'est plusieurs milliers de kilomètres avec un investissement colossal, on l'a dit. Aujourd'hui, la RDC, c'est 60% du bassin du Congo, de forêt du bassin du Congo. C'est quand même énorme en Afrique et dans le monde. Et le président Tshisekedi estime que le pays est tout simplement, c'est les pays solutions dans ces secteurs-là de la préservation de la biodiversité, de l'économie verte, de l'environnement, tout simplement de l'humanité. Comment avez-vous accueilli cette décision présidentielle en tant qu'expert en la matière? Oui, en tant qu'expert en matière, donc l'initiative du chef de l'État, c'était une très bonne initiative et une très bonne décision qui a été prise par rapport à la création de ce couloir vert. Et pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des raisons très très importantes qu'il faut conserver la biodiversité. Premièrement, parce que la conservation de la biodiversité est faite par l'homme et pour l'homme. Et quand vous voyez nos communautés, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai pris cette décision, quand vous voyez nos communautés, aujourd'hui, il y a même des endroits, des villes, de villages où on mangeait la viande de brousse, mais pour le moment, ça n'existe plus. Ça n'existe plus pourquoi? Parce qu'on a presque exterminé ces espèces localement. Et ce qui fait que conserver, ça ne veut pas dire ne pas utiliser, mais c'est utiliser durablement. Et le chef de l'État a pris l'initiative, vu que le Congo est très grand et le Congo est la base du forêt des bassins du Congo, et on appelle Congo pays solution. Pays solution, oui, certains le parlent comme un slogan, mais en réalité, ce n'est pas un slogan. Parce que nous sommes solution. Nous sommes solution pourquoi? Parce que nous abritons les grands nombres d'espèces du bassin du Congo et les plus grandes forêts de ce bassin. Et ce qui fait que la forêt, c'est une ressource. Nous, en Afrique, on ne vit que des ressources forestières, on ne vit que de la biodiversité. Alors, si on ne gère pas bien la biodiversité, donc c'est difficile d'avoir la vie. Donc, la conservation de la biodiversité, c'est la vie elle-même. C'est la vie elle-même et l'initiative de la décision du chef de l'État a été bien accueillie. Certes, qu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport à l'approche,
Parce que dessiner une aire protégée sur une carte, ça constitue les populations, c'est déjà un défaut, mais au moins on peut corriger cela et c'est la raison pour laquelle, même dans certains groupes dont j'ai intervenu, j'ai expliqué aux scientifiques que l'essentiel n'est pas de définition ou n'est pas la carte qui a été dessinée, mais l'essentiel c'est ce que l'on va faire de ces couloirs écologiques. Et il n'y a pas longtemps, je crois, dans les précédents numéros de cette même émission, on a rencontré un certain Guy Kajemba, qui est spécialiste également comme vous. Il est du groupe d'experts climat et il est responsable de RED+, qui est un projet que vous connaissez très bien, qui appuie justement la conservation de la nature, les déboisements. Et il a aussi estimé que effectivement les approches n'ont pas été celles qu'il fallait prendre par les pouvoirs publics. Et vous pensez que aujourd'hui, du fait que déjà les prémices sont déjà critiqué, je ne vais pas dire mal posé, mais critiqué par la communauté environnementale de la RDC, que ça risque justement de compromettre les succès de cette initiative? Personnellement, je ne pense pas que cela pourra commettre le succès de cette initiative. Pourquoi? Parce que le bénéficiaire, ce sont les communautés locales. Et si on corrige, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que la carte, il n'y a aucune action qui est menée sur terrain. Et si on corrige l'initiative et donc l'approche à partir des actions qui seront menées, et même cette approche-là, rien n'a été mis sur place, mais si on descend sur terrain et on commence à consulter ces communautés et à commencer avec qui est, parce que souvent c'est l'approche top-down qui est une approche critiquée, mais si on part de l'approche bottom-up, donc où on va chez les communautés et à partir des communautés, on vient pour définir les stratégies, là ça doit bien aller. Et je pense que rien n'est encore tard. À partir de ce moment, on peut descendre sur les communautés. On a déjà l'idée de ce que ça doit être. On descend sur les communautés, on travaille avec ces communautés et ça va réussir. J'ai espoir que ça va réussir. Pourquoi ça va réussir? Parce que cette approche ou cette initiative est meilleure à telle enseigne qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, quand on dit pays sociaux, c'est que nous pouvons avoir des villes durables, des villes vertes avec une économie verte. Pendant que les autres sont en train de s'époumoner pour créer des forêts, pour créer des écosystèmes afin de s'adapter, nous avons encore ces écosystèmes-là, il nous suffit seulement de les aménager. Et pourtant, chez les autres, il faut en construire. Ce qui fait que l'initiative du chef de l'État est une bonne initiative parce qu'elle nous aiderait tous, communautés locales, ONG, je dirais membres de la société civile comme l'État congolais, à bien se retrouver dans ce domaine parce que ça va non seulement générer des emplois, mais ça va améliorer le bien-être des communautés. On ne peut pas vivre sans biodiversité. Une vie sans biodiversité n'est pas une vie et ça n'existe même pas. C'est pourquoi mieux vaut bien gérer la biodiversité que la perdre. Parce qu'en la perdant, nous perdons notre propre vie. C'est comme la marque l'a dit, que l'homme est en train de détruire sa nature sans pourtant se rendre compte qu'il est en train de détruire sa propre vie. Alors, Monsieur Valentin, vous êtes enseignant à l'université de Kinshasa et je sais que ce sont des matières que vous enseignez. Et aujourd'hui, on parle de cette communauté, de ce couloir-là, c'est presque, on parle de 100 000 km² de superficie. Quand vous quittez Kivu jusqu'à Kinshasa, c'est presque plus de 3 000 km, voire même autour de 4 000 à 5 000 km. C'est quand même vaste. Vous avez dit qu'on n'a pas décidé, on a décidé sur une carte. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut avoir des agglomérations entières qui peuvent être concernées, se retrouver? Qu'est-ce que vous, en tant que spécialiste de la conservation justement de la nature, comment est-ce que si jamais dans la ville de Kinshasa, parce qu'on parle, ça arrive jusqu'à Kinshasa, vous arrivez dans la ville de Kisangani par exemple, dans la ville de Liziro par exemple, et vous trouvez que la ville d'Israël se retrouve justement sur la tracée qui est concernée par cette opération. Comment on devra faire justement pour... est-ce qu'on va déplacer des populations? Qu'est-ce qu'on pourra faire à ce stade? Merci, monsieur le journaliste. Et pour le moment, la politique de déplacer les communautés dans une zone pour faire la conservation n'existe plus. Cette époque est révolue. Tout ce que l'on peut faire, ce sont des aménagements. Je venais de parler tantôt de développement des villes durables, des villes écologiques et des villes vertes. Donc,
Ville de Kinshasa, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un problème d'aménagement au niveau de Kinshasa. C'est là, donc, en créant ce couloir écologique, en prenant la ville de Kinshasa à l'intérieur de ce couloir écologique, ne veut pas dire qu'on ne va plus mener les activités que l'on est en train de mener, mais on va mener des activités d'une manière à les rendre durables et à bien améliorer pour que les conditions de vie, même l'air que nous respirons, si on aménage le jardin botanique de Kinshasa, on aménage d'autres jardins, on aménage des jardins zoologiques, on aménage des espaces verts. Est-ce que c'est quelque chose de mauvais pour la population quinoise? Non. L'essentiel, c'est l'aménagement. C'est pourquoi j'ai dit, l'initiative, elle est bonne, elle est belle, nous devons l'appuyer, mais ce qui est plus important, c'est lorsqu'on doit prendre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour commencer à aménager, pour rendre cela louable auprès des communautés. Aujourd'hui, beaucoup peuvent critiquer, mais si on met en place des actions efficaces et concrètes, je pense que les critiques là vont se transformer en apologie pour l'initiative. Alors, on comprend bien votre pensée, mais effectivement, on a parlé de cette situation de manque de dialogue de la part du pouvoir public. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, si jamais il y a un forum qui doit être ouvert dans les secteurs pour réfléchir, tenter de trouver la solution, les compromis, les consensus, je veux dire, entre les différentes parties, ça serait quoi? Ça serait la société civile environnementale, ça serait l'État congolais, ça sera vous aussi, le monde des scientifiques? Oui, en principe, dans ce genre de choses, ça allait commencer d'abord par le monde scientifique. Parce que donc la politique a l'idée, mais on dit ceci, à partir des actions, on peut arriver à une planète améliorée, à une planète aménagée. C'est-à-dire, à partir de la recherche, on mène des actions et de ces actions, on a le développement. Donc l'initiative a été bien prise, qu'on donne l'initiative entre les mains de scientifiques et que les scientifiques étudient comment amener cette initiative jusqu'au bout. Et c'est là que je parle de la biologie de la conservation. La biologie de la conservation dont je suis spécialiste, c'est une branche, une discipline nouvelle. Cette discipline nouvelle allait naître en République démocratique du Congo aux années 75. À l'époque de Mobutu, lorsqu'il y a eu la conférence mondiale de l'Union internationale pour la conservation de la nature en République démocratique du Congo, les Zaïre à l'époque, le président Mobutu a prononcé un discours où il a fondé les bases de la biologie de la conservation. Parce que deux fois, on faisait la conservation pour la conservation, on excluait l'homme de la conservation. Et pourtant, la conservation doit être faite par l'homme et pour l'homme. Et c'est ce qui a fait qu'à l'ancienne époque, les méthodes de conservation ont failli. C'est ainsi qu'on a développé cette discipline biologie de la conservation qui parle d'abord de la perte de la biodiversité, du maintien et de la restauration. Perte, c'est-à-dire quoi? On voit où est-ce qu'il y a déclin de la biodiversité, où est-ce qu'il y a diminution de la biodiversité, pourquoi il y a cette diminution. Et ça prend tous les aspects sociologiques, les aspects écologiques, les aspects philosophiques, les aspects culturels et même économiques. Et après, quand on découvre les causes de cette perte, maintenant on mène des actions. C'est comme on est en train de parler de couloirs verts aujourd'hui, c'est-à-dire à partir de ce couloir vert, on voit quelles sont les ressources qui sont là, et que devons-nous faire de ces ressources-là pour que nous puissions les aménager et pour que ces ressources puissent contribuer au développement du pays. Et c'est ainsi que je reviens à ce que je disais, que la biologie de la conservation devait naître au Congo, mais 10 ans après, la biologie de la conservation est allée naître aux États-Unis. Parce que les Américains qui étaient ici présents dans la conférence, très intelligents qu'ils étaient, ils ont pris l'initiative, le discours du chef de l'État, de l'époque, président Mobutu, ils ont analysé et ils ont mis en place une discipline, biologie de la conservation. Cette discipline qui parle de perte, métier, restauration de la biodiversité, est allée naître en Amérique, mais les bases ont été fondées en République démocratique du Congo, c'est que les Congolais n'en parlaient pas. Et maintenant, c'est après l'Amérique que cela s'est transféré dans d'autres pays comme la France et l'Angleterre. Et cette discipline est très importante parce que quand on crée un couloir comme un couloir écologique que l'on est en train de créer, quand on crée un espace vert, il faut maintenant impliquer les spécialistes de la biologie de la conservation, ceux qui doivent d'abord, identifier les ressources qui sont là, évaluer leur quantité, savoir quelles sont les menaces qui pèsent sur ces ressources-là et quels sont les moyens qu'il faut développer pour diminuer ces menaces-là et quelles sont les relations entre ces moyens que l'on est en train d'utiliser et la vie des communautés locales. Quels sont les impacts que les actions à mener doivent causer sur les communautés locales et comment peut-on gérer ces impacts-là pour transformer, par exemple, les impacts négatifs en impacts positifs. Ça, c'est sur le plan de la politique, comme vous avez dit, ce qui doit être fait. Aujourd'hui, on parle avec
non pas seulement un spécialiste, mais c'est un expert. Ça faisait très longtemps que vous avez travaillé. J'ai lu votre CV. Vous avez travaillé à l'Institut congolais de conservation de la nature, UCCN. Vous avez travaillé pour beaucoup de structures internationaux, notamment les organismes internationaux qui travaillent dans les secteurs. Vous avez été vous maîtrisez parfaitement le bassin du Congo, les forêts équatoriales. Mais aujourd'hui, ce couloir-là consiste notamment à préserver non pas seulement les arbres, mais aussi les animaux et la biodiversité, comme vous avez dit dans leur ensemble. Alors, allons cas par cas. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, dans les secteurs des reboisements qui doit être fait justement dans le cadre de cette opération? Merci beaucoup, c'est très important. Pourquoi j'ai dit très important? Parce que ça entre directement dans ce que je venais de parler de la biologie, de la conservation, même de sa définition, perte, maintien et restauration. Donc, dans le cadre de couloirs écologiques, vous pouvez constater avec moi que le long de ce couloir écologique-là, il y a des zones qui sont savanicoles, il y a des zones qui étaient forestières mais totalement dégradées. Quand ces zones-là sont totalement dégradées, qu'est-ce qu'il faut? Parce que l'homme a besoin de l'arbre. L'homme a besoin de l'arbre pour vivre, pas seulement pour se couvrir du soleil, mais aussi comme nourriture, comme au niveau du village, de la construction des maisons, dans la production des médicaments et autres. Ce qui fait qu'il faut reboiser. Il y a des endroits qu'il faut reboiser, donc dans le couloir écologique, on va identifier les zones à reboiser, on va identifier les zones de forêts dégradées où on peut passer par la régénération naturelle assistée pour laisser ces plantes natives croître d'elles-mêmes. Et cela va aider à lutter contre le changement climatique. Vous savez, par exemple, chez les bonobos, pendant que nous sommes en train de chercher comment reboiser. On était d'abord dans les reboisements. Oui, c'est de reboisement que je vais parler. Ouais. Nous les hommes, nous sommes en train de chercher comment reboiser, mais les bonobos, celles sont en train de reboiser d'une manière naturelle sans pourtant que nous puissions intervenir. C'est l'essentiel de ce que le chef de l'État a dit dans les couloirs écologiques. Donc nous devons les conserver la biodiversité, parce qu'au niveau des chaînes trophiques, chaque espèce a de l'importance. Les bonobos jouent une grande importance dans les reboisements ou la reforestation. Donc, la première chose dans ça, vous avez parlé de reboisement, de régénération naturelle des arbres. Assisté, oui. Assisté. Oui. C'est comment ça se fait? C'est-à-dire, dans une zone qui a été dégradée, au lieu de continuer à utiliser cette zone-là, on laisse la zone croître elle-même, les espèces croître elles-mêmes, mais on ne puisse pas les détruire. Donc, on ne mène plus certaines actions qui pourront détruire ces espèces-là à cet endroit. C'est pourquoi on dit assister, c'est-à-dire les garder et les laisser vivre sans pourtant qu'on puisse avoir des activités à impact nuisible sur ce milieu. Alors, les reboisements, le chef de l'État, toujours dans ce cadre-là, il a parlé de la nécessité. Bon, en fait, c'était un programme présidentiel qui a daté depuis quelques années, qui devait prendre fin au mois de, je crois, en 2023, les programmes présidentiels de reboisement qui devaient concerner plus de 1 milliard d'arbres. C'était un travail qui devait être réalisé par les fonds forestiers nationaux. Aujourd'hui, on parle des taux de satisfaction de plus de 81%. Est-ce que sur le terrain, en tant que scientifique, vous qui êtes dans les secteurs, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette initiative présidentielle, du reste des lois, a-t-elle permis de pouvoir améliorer les choses dans ce secteur? Oui, en me posant cette question, vous me ramenez directement aux inquiétudes que les membres de la société civile sont en train de manifester par rapport au couloir écologique. Parce qu'il y a les discours, mais il y a aussi la pratique sur le terrain. En réalité, et à mon humble avis, j'ai été visiter plusieurs provinces de ce pays, mais dire que la réussite de reboisement est allée même à 80%, je ne crois pas. Donc là, excusez-moi le terme, on est en train de tromper le chef de l'État. On est en train de les tromper. En tout cas, lors d'une conférence de presse organisée par les responsables du Fonds forestier national, je crois que c'était l'année dernière, ils ont parlé de la réalisation et ils se sont même félicités du fait que le FFN a pu mobiliser jusqu'à 32 millions de dollars. Justement, c'est un secteur florissant et qui permettrait aujourd'hui que le secteur de l'environnement soit vivifié. Mais je repose ma question, je dis, est-ce que dans les concrets, vous, au-delà de l'observation pratique, vous pensez que les 1 milliard d'arbres qui étaient censés être reboisés, si on croit aux chiffres de cet organisme, cet établissement public, la RDC peut se dire,
finalement rempli sa part de contrat dans la matérialisation des objectifs de développement durable qui ont été fixés jusqu'en 2030. Ok, et si réellement cet objectif a été atteint, ou atteint à plus de 80%, la RDC pouvait se frotter les mains pour dire que non, nous avons contribué d'une manière très efficace à la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si on veut aller sur le terrain pour vérifier les zones dont on a reboisé, je ne pense pas que les initiateurs de ces projets ou les acteurs de ces projets pourront nous montrer là où ils ont reboisé 1 milliard d'arbres. Ça, je doute très fort et je ne suis pas le seul. C'est presque tout le monde qui doute de ça et ce doute-là est réel et vrai. Aujourd'hui, on parle, j'étais en train de dire, de ces grands projets, ce célèbre projet présidentiel de créer un couloir vert Kivu-Kinshasa, c'est 100 000 km² de superficie et plus d'1 milliard d'investissements publics dans ces secteurs. Effectivement, on a toujours parlé de cette question avec les acteurs. Cette fois-ci, on a dit, les docteurs Valentin Omasombo Otoko, qui est enseignant à l'université de Kinshasa, spécialiste de la conservation de la nature, il est docteur en sciences et biologiques. Alors, on passe justement à l'étape de ce couloir, toujours les volets maintenant animaliers. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan animalier, vous avez dit qu'effectivement, dans 2 coins de ce pays, il y a dans des villages, des gens, vous y travaillez souvent sur ces secteurs, vous trouvez que finalement même des animaux de brousse qu'on mangeait dans les villages, par moments ça manque parce qu'il y a pression humaine sur la nature. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, comment pensez-vous qu'on peut finalement contribuer à la régénération de l'espèce animale, ne serait-ce que sur cet espace-là? Ok, et en qualité de biologiste de la conservation, je reviens à l'objet de ma science. Donc, basé sur la perte, le maintien et la restauration. Si aujourd'hui nous voudrions parler des espèces animales dans les couloirs verts, donc nous allons étudier où est-ce qu'on trouve les espèces animales et quelles sont les espèces que l'on trouve. Et en visant cela, nous allons aussi découvrir qu'il y avait des espèces peut-être qui existaient mais qui n'existaient plus. Il y a des espèces qui étaient très abondantes mais qui sont maintenant en nombre un peu trop petit. Alors, pour le moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ce que nous souhaitons dans le cadre de couloirs verts. Donc, analyser les pertes de biodiversité dans ce couloir vert, étudier les causes de cette perte. Et après, on commencer d'abord par maintenir ce qui existe déjà, restaurer là où ça a disparu et aussi aménager pour que les communautés locales puissent vivre en cohabitation avec ces espèces. Mais dans tout ça, il faut que la communauté locale trouve ses intérêts, trouve de la motivation. Et la motivation, c'est la valorisation de cette biodiversité. Et alors, vous parlez dans l'une de vos études, vous parlez justement de cette nécessité d'intégrer l'approche communautariste qui permettrait à ce qu'il y ait un dialogue entre le développement et les communautés locales. Et vous avez aussi effleuré quelque part la question de la conservation, les zones vertes, les zones d'exclusion, les zones, on parle de ça, de réserves, les réserves qu'il faut avoir. On en a un peu partout dans le pays, à côté de parcs, on a toujours des réserves. Mais vous pensez que finalement ces réserves l'ont été de manière artificielle, d'autant plus que ça n'a pas été adapté aux réalités locales. Est-ce que vous craignez justement, dans le cadre justement de la mise en œuvre de ce projet présidentiel, que nous puissions tomber dans ce piège de pouvoir justement déclarer l'exclusion, comme vous avez dit, sur base d'une carte, et que sur le terrain, qu'on trouve que ça n'a pas suivi l'adaptation? Est-ce que sur le plan urbanistique, vous pensez que ça puisse poser aussi problème? Oui, ça peut se poser problème si il y a une mauvaise volonté dans la mise en œuvre de ce projet. Mais s'il y a la bonne volonté, où il faut passer par la conservation communautaire participative, comme nous avons l'habitude de l'appeler, où il faut consulter les communautés, voir comment les communautés sont en train de vivre avec leur environnement et les impliquer dans la gestion de cet environnement-là. La communauté a besoin de protéger ces espèces animales. La communauté a besoin d'avoir des zones à garder intactes comme réserves. Mais où et cela se fait comment? C'est ça le plus grand problème qui se pose. Alors,
Dans le cadre de ce projet, le chef de l'État qui est l'initiateur et celui qui a pris la décision, je pense qu'il a bien mûri son idée et il va mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour que l'approche soit vraiment mise en œuvre et d'une manière respectable. Vous savez, si les aires protégées de l'époque, parce que vous parlez des aires protégées où on a sorti les gens, où la gestion pose des problèmes, si ça pose des problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette approche-là de conservation communautaire participative. Aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes de la conservation, les communautés elles-mêmes, et d'ailleurs le nom de la réserve, du couloir écologique qui parle des réserves communautaires, peut en dire beaucoup. Si réellement on s'appuie sur cette définition des réserves communautaires, c'est que la communauté va trouver de l'intérêt, et quand la communauté trouve de l'intérêt, c'est que ce projet-là réussira. Aucun projet de conservation ne peut réussir sans implication des communautés locales. Et le niveau d'implication doit être élevé. Et c'est ainsi que pour que ces projets puissent réussir, c'est mieux et nous conseillerons peut-être à ceux qui seront comme des acteurs de bien aller descendre sur le terrain et consulter les différentes communautés pour que cela puisse bien avancer. Alors, on poursuit cet entretien avec M. Valentin Omansombo, docteur en sciences biologiques. Il est enseignant à l'université de Kinshasa où il enseigne la conservation de la nature. Il est spécialisé c'est un primatologue, il est spécialisé dans la conservation de bonobo. D'ailleurs, sa thèse doctorale a été basée sur la biologie de la conservation du bonobo sur l'habitat naturel. Aujourd'hui, bonobo, c'est ce qu'il fait, c'est un peu comme l'okapi, parmi les espèces rares de la RDC. Dont le pays vend justement l'image en termes de tourisme, en termes de tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, quand on parle de bonobo, c'est aussi une fierté nationale, une fierté pour la RDC, une fierté pour les forêts congolaises, qui la RDC, on ne le dira jamais assez, qui veut être le pays solution dans ces secteurs-là. Aujourd'hui, comment on conserve les bonobos dans ce couloir vert et de manière générale, un peu à travers le pays? Ok. Au niveau du couloir vert, s'il faut conserver les bonobos, d'abord, les bonobos, c'est une espèce totalement protégée par la loi congolaise. Et même au niveau international, cette espèce-là est protégée. Mais vous dites qu'il y a des limites. Oui. Dans votre thèse, vous dites qu'il y a des limites. Il y a des limites bon, le dans limite cette conservation. Oui, le limite de la conservation, c'est les limites au niveau des approches. Ouais. Mais l'espèce elle-même, elle est totalement protégée. Personne ne peut aller au-delà de la loi. Donc l'espèce, elle est totalement protégée, mais il y a des gens qui tuent cette espèce-là. Si tu tues cette espèce, en réalité, c'est une infraction. Ces gens-là doivent être arrêtés et payer des amendes. Mais au niveau des couloirs, comment les protéger? Parce que le problème se pose, vous pouvez ne pas le tuer, mais quand vous détruisez son habitat, comment l'espèce va vivre? Le problème, c'est que comment les conserver? Et pour les conserver, pas seulement arrêter la chasse, mais aussi protéger son habitat. Et c'est dans le cadre de ce couloir vert, c'est la protection des habitats de cette espèce-là, bonobo. Et cela est facile de le faire. Parce qu'en dehors de biologiste de la conservation que je suis aussi, je n'ai pas dit ça, je suis aussi coordonnateur régional pour l'Afrique du centre et de l'Ouest à ce qui concerne la conservation des grands singes et le développement. C'est pourquoi j'ai appuyé l'idée de la conservation par rapport au couloir vert, parce qu'à ce couloir vert, on va associer la conservation et le développement. Et il y a des principes, il y a des méthodes qu'il faut appliquer. Évaluation d'impact environnemental et social. Ça, c'est très important. Et c'est parmi les éléments que les membres de la société civile sont en train de reprocher à l'État, parce qu'avant de créer cela, il fallait d'abord commencer par l'évaluation des impacts sociaux environnementaux. Ouais. C'est ça. Et alors, ces approches-là, on parle aussi parce que l'émission, c'est Éco-Verte. C'est-à-dire tout simplement comment on peut allier l'environnement et le développement communautaire. On a parlé leur mouvement dans cette émission, mais les impacts économiques justement, parce que la question, la difficulté que le pays a est d'être dans un dilemme, d'être un pays pauvre, très endetté et qui ne sait pas comment est-ce que allier justement le développement. Allier le développement avec la conservation de la nature. Comment est-ce que vous pensez que les choses doivent se faire dans ces secteurs-là? Comment on peut capitaliser justement la conservation de la nature et le développement économique de communautés et du pays dans son ensemble? C'est très important. Il y a des approches, comme je venais de dire, et je vais citer quelques approches qui peuvent aider à construire la conservation de la biodiversité et le développement. Dans l'approche de la valorisation des espèces.
il faut valoriser les espèces. Chaque espèce a une certaine valeur. Et si on connaît la valeur de l'espèce, on lui donne cette valeur-là, cette espèce-là peut créer des revenus. Je parle de l'exemple des bonobos. Il y a des bonobos qui est une espèce animale endémique de la République démocratique du Congo et dont on ne trouve que dans la partie sud du fleuve Congo. Si aujourd'hui il y a des routes, il y a des gens qui doivent venir pour visiter les bonobos et là on doit développer l'écotourisme. Ces gens-là doivent payer de l'argent pour la visite aux bonobos et quand on paye de l'argent, cet argent-là, il y a une partie qui est utilisée au niveau des communautés locales, la rétrocession au niveau des communautés, une partie qui doit être versée dans les comptes de l'État pour appuyer le développement. Et je vous donne l'exemple de ce qui s'est fait aujourd'hui. J'étais dans une structure ici à Bolobo. Cette structure-là travaille avec les villageois et cette structure a essayé de mettre en œuvre une approche de développement de l'écotourisme. Aujourd'hui, la communauté gagne de revenus à partir des bonobos qu'elles sont en train de protéger. Autre chose encore, une autre façon de protéger, et c'est ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment dans le cadre de la Fondation Zoo d'Anvers, dont je suis le coordonnateur pays. Donc, il y a ce que nous appelons crédit biodiversité. Et crédit biodiversité, c'est un peu comparable au crédit carbone, mais c'est un peu différent. Même les approches, nous sommes en train de développer la toute première approche en RDC où nous parlons de crédit bonobo. Crédit bonobo, c'est-à-dire pour les communautés qui vivent dans les zones où il y a les bonobos, il suffit seulement de les conscientiser, qu'elles protègent les bonobos, qu'elles protègent l'habitat des bonobos et on leur donne une certaine somme comme avantage chaque année. Un bonobo peut coûter, par exemple, ce que nous faisons, un bonobo coûte $50. Et si vous avez 500 bonobos, donc vous avez 25 000 dollars par an. Et là, imaginez dans un petit village qui n'a rien et commence à gagner, le petit village commence à gagner 25 000 dollars par an. Donc, il va développer des infrastructures de développement. Et ça, c'est une approche aussi qu'il faut valoriser. Et je pense que cela doit être valorisé dans les couloirs verts. Mais le problème, c'est les difficultés que nous avons, manque de routes, manque de compagnies d'aviation, irrégularité dans les vols. C'est ce qui fait que souvent cette approche de développement de l'écotourisme n'est pas tellement développée chez nous. Ailleurs, pour voir un gorille de montagne, on peut payer jusqu'à $1 500. Et pourtant, les gorilles de montagne, on peut les trouver dans beaucoup de pays. Tandis que les bonobos ne se retrouvent qu'en République démocratique du Congo. Si on l'habitue à la présence humaine, donc on paierait plus que ça. Et alors, monsieur les scientifiques, vous avez vu le point 7 que je tentais de lire là, de l'arrêté, du décret. Je vois l'arrêté, ça doit être l'arrêté du Premier ministre, le décret plutôt, du Premier ministre, stipule ceci, que dans ce couloir, vers Kinshasa à Kivu, il est appliqué au couloir vers Kinshasa un régime d'exonération constitué de fiscalité et d'avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers conformément aux modalités prévues par la législation en vigueur en la matière. Et les points suivants précisent que l'organisme public chargé de la gestion des aires protégées d'intérêt national veille à la conformité légale et réglementaire des activités et des projets au sein du couloir vers Kivu-Kinshasa. Et compte tenu de la spécificité du couloir vers Kivu-Kinshasa, l'organisme public est visé à l'INEA précédent délègue dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé à un organisme public ou privé ou à un consortium d'organismes publics ou privés justifiant chacun de capacités financières et d'une expérience éprouvée en matière de conservation de la nature durable et développement durable, la gestion de couloirs verts. Cet organisme ou consortium est chargé d'établir une stratégie et programme pluriannuel de gestion du couloir vert Kivu-Kinshasa, organisé sous la supervision de l'organisme privé prévu à l'alinéa 1er du présent article et conformément à la réglementation en la matière. Il y a beaucoup d'articles comme ça qui montrent effectivement que ce couloir-là, c'est un organisme effectivement ça appartient à l'État, mais il est ouvert à tout investisseur qui peut être dans les secteurs justement pour promouvoir. Vous pensez que c'est aussi l'une des sources de financement qui peut rationaliser justement sa gestion? Oui. Parce qu'on voit déjà, notamment à Kinshasa ici, j'étais l'autre fois, dans le cadre de cette émission, dans le parc, le jardin zoologique de Kinshasa, tu m'as parlé, malheureusement je dois citer,
que le parc était à un moment fermé parce qu'apparemment, on voyait les conditions, que les animaux vivaient dedans. Il y a déjà un problème. C'est-à-dire qu'on a cette difficulté déjà de gérer des espaces comme le jardin botanique, le jardin zoologique, pour être précis. Est-ce que vous pensez qu'avec un espace d'aussi vaste, la RDC peut être gérée? Est-ce que cette approche de pouvoir ouvrir maintenant le capital à tous les investisseurs peut permettre justement de rationaliser, de pérenniser les projets? Oui, et l'organisme public que vous parlez et que l'État a stipulé dans cet arrêté, l'organisme qui est chargé de la gestion de ce couloir économique, c'est l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et l'Institut congolais pour la conservation de la nature, c'est les modèles ICCN et FRDC et qui a permis que les choses puissent marcher. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça? Pour y avoir à travailler aussi. Bon, pas seulement dans ce sens-là, mais parce que l'État doit confier la gestion d'une structure à un organisme qui a sa spécialité. Et la spécialité de la conservation de la biodiversité en République démocratique du Congo, c'est l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et comme c'est l'Institut congolais pour la conservation de la nature, cette institution n'a pas suffisamment de moyens pour mettre en œuvre sa politique. Et c'est dans ce cadre-là que l'institution a prévu des contrats de partenariat public et privé. C'est dans ce cadre-là qu'on ouvre le marché à presque tous les investisseurs. Et certains investisseurs qui viendront et qui feront bien le travail verront d'abord les taxes qu'ils vont payer réduites et ils vont investir beaucoup d'exonération et ils vont s'appuyer à produire beaucoup plus pour aider le développement du pays. C'est là que le problème est en train d'être résolu dans le cadre de couloir vert où l'État a prévu qu'on signe même des partenariats publics et privés pour la gestion. Le couloir est très vaste. Même l'ICCN seul ne peut pas gérer ce couloir. C'est pourquoi avoir signé des contrats, partenariats publics et privés, même avec les individus, donc ce sont des approches qui aident parce qu'on n'est pas capable de faire tout. On peut être capable, mais pas de tout. Il y a une partie, on est capable de le faire. Une autre partie, il faut chercher quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a le savoir-faire et le savoir-faire faire. C'est ainsi que j'appuie l'État lorsqu'il donne à l'ICCN l'obligation de signer des contrats avec d'autres partenaires qui viendront développer des activités, les activités économiques, parce que nous parlons ici de l'économie. Il y a des activités économiques que l'on doit développer le long de ce couloir écologique. Et ces activités économiques-là vont aider et les communautés locales et l'État congolais. Mais l'investisseur, lui aussi, il va bénéficier parce qu'il y aura réduction des taxes qu'il doit payer. Donc, je donne l'exemple de la Fondation Zoo d'Anvers, qui est un département de la Société royale de zoologie d'Anvers. Cette structure a les approches pour développer les crédits biodiversité. Et si on lui donnait peut-être une partie du couloir écologique, là où il y a la faune, pour dire, bon, essayez de valoriser la faune qui est là, de telle sorte que cette faune-là puisse faire bénéficier à l'État congolais le revenu et que les communautés locales puissent avoir des appuis au développement. Je pense que ça serait une bonne chose. C'est dans ce cadre-là que l'État doit choisir les structures qui ont des capacités, qui prouvent les moyens, comme c'est bien dit dans les décrets, le moyen tant financier que technique pour mettre en œuvre afin de pouvoir appuyer le développement de ce couloir vert pour que ce couloir soit accepté des communautés locales et que ça réponde à son objet. Et donc aujourd'hui, nous tendons vers, nous espérons bien que nous allons pouvoir parvenir à cette gestion rationnelle de ces secteurs de l'environnement dont on a parlé beaucoup de quoi, que notamment de la gestion déjà de petits espaces que nous avons. On a parlé du jardin zoologique pour ne pas faire la mauvaise publicité, mais au moins ce sont des faits. Et la RDC est confrontée à beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous continuons avec notre émission qui tend vraiment vers sa fin avec notre invité, monsieur le docteur Valatin Omasombo Toko. Il est docteur en sciences biologiques, il est spécialiste de la conservation de la nature, de la biodiversité. C'est un primatologue qui se spécialise justement dans la conservation de bonobos. Et EcoPresse se poursuit, EcoVerte se poursuit justement avec cette thématique de la gestion de la biodiversité. On parle de la pollution de nos rivières, la pollution de nos cours d'eau,
Toujours dans le cadre de ce projet Couloir Vert que nous épulsions point par point, je crois les derniers points de cet entretien, c'est justement ça concerne au niveau de la pollution de tous ces espaces-là des eaux qui longent justement ce couloir. Comment est-ce que l'État prévoit justement d'organiser le travail dans ces secteurs pour promouvoir l'économie verte, promouvoir le développement durable, promouvoir justement protéger la vie des milliers de communautés, parce que ça ressemble de dizaines de provinces de la RDC qui quittent le Kivu en partie de Béni jusqu'à Kinshasa. C'est quand même grand et c'est plusieurs pays en Europe. Monsieur le docteur Omasombo, comment pensez-vous justement le secteur on va pouvoir gérer cette histoire de pollution, parce qu'on voit à Kinshasa ici, il y a beaucoup de pollution qui ont été décriées, notamment avec des sachets qui sont partout, des rivières qui sont inondées, des usines un peu partout alimentées, un peu le long du fleuve, dont on ne comprend pas justement comment l'État survient justement pour endiguer justement ce phénomène. On connaît aussi la difficulté que nous avons à terme des inondations, et vous les spécialistes, vous me dites justement parce qu'il y a changement climatique, il y a justement pollution, il y a justement dégradation de l'environnement. Oui, il y a pollution, il y a changement climatique, il y a dégradation de l'environnement, certes, mais le problème, c'est moi, en qualité d'expert en conservation et développement, donc le problème se trouve au niveau de nos activités. Où est-ce que nous menons nos activités et comment nous les menons? Et pourtant, pour mener une activité, et je pense que ce qui doit être pris en compte dans le cadre du couloir vert, c'est ce que nous appelons la hiérarchie d'atténuation. Hiérarchie d'atténuation veut dire que si on veut mener une activité dans une zone, il faut d'abord voir cette activité-là, est-elle compatible avec cette zone-là? Si elle est compatible, quel sera l'impact que cela doit donner? Et quand on connaît l'impact, on peut dire non, cette activité-là, du fait que ça a un grand impact négatif sur le milieu, on ne peut pas le développer ici. Et on cherche un endroit propice où on pourra développer cette activité-là. Et si on trouve que l'impact, elle est quand même moindre, mais il faut toujours diminuer quand même des pollutions. On met en place ce que l'on appelle la réduction. Donc, au niveau de la hiérarchie d'atténuation, il y a des étapes. Il y a l'évitement que l'on fait éviter, c'est-à-dire on ne fait pas cette activité ici parce que le milieu n'est pas compatible avec l'activité. Le milieu peut être compatible, mais ça a un impact, un grand impact. On dit non, on peut mener l'activité, mais il faut diminuer l'impact. Donc là, on passe à la réduction. Et on peut aussi voir au niveau de la hiérarchie d'atténuation, non, l'activité est menée, mais ça a un impact. L'impact est moindre, mais il y a quand même des résidus. Donc les conséquences, qu'est-ce qu'on fait? On fait la restauration. Donc c'est ce qui, je pense, doit être fait au niveau du couloir vert, où on doit mener les activités. À Kinshasa, c'est comme vous dites, vous voyez les industries, les usines, je ne sais quoi, dans les habitations, vous trouvez dans une habitation, il y a un bar à l'intérieur d'une habitation. Est-ce le bar, c'est l'endroit qui est propice au bar? Non. Le problème, les lois sont là, hein? Mais l'application de ces lois, c'est ce qui pose le problème. Et je vois, au niveau même du ministère de l'Environnement, il y a la politique environnementale qui a déjà été élaborée. Et il y a même la stratégie nationale pour la conservation de la biodiversité qui a été élaborée. Mais le problème, c'est l'applicabilité de toutes ces lois. Prof, vous voyez aujourd'hui, parce que nous avons déjà une unité de protection de l'environnement au sein de la police nationale congolaise. Oui. Mais pourquoi penser que ça ne marche pas toujours, du fait qu'il y a toujours ces petits problèmes, de choses qui ne marchent pas, de choses qui ne marchent pas? Est-ce que cette faiblesse de l'État, on va continuer à le dire comme ça et on ne trouve pas la solution? Et c'est là que ça nécessite qu'il y ait des institutions fortes. Les institutions fortes, c'est là où il faut appliquer la loi. Duralex, c'est de l'ex. Donc il faut vraiment appliquer la loi. Parce que ce qui nous manque, c'est la non-application de la loi. Même là où elle est appliquée, des fois elle n'est pas appliquée d'une manière qu'il fallait. Et c'est ça le plus grand problème. Certes, vous avez l'unité de la police, une unité de la police pour la protection de l'environnement. Est-ce que cette unité-là mène à bien ses activités? Est-ce que cette unité-là a les moyens, la politique, le moyen de sa politique? Parce que c'est ça le plus grand problème. On peut créer une structure, mais si on ne donne pas cette structure-là les moyens pour que cette structure mène ses activités comme il se doit, donc la structure, on va la considérer inefficace. Et pourtant, elle pouvait être efficace. Donc les problèmes au niveau de notre pays, c'est les problèmes de, je peux dire, un laisser-aller, où on a même développé la méthode où ce qui est intolérable, on le tolère, et ce qui est tolérable, on ne le tolère pas. On fait ce qu'on dit, la promotion des antivaleurs. Des antivaleurs, c'est ça.
Vous dites à Kinshasa, et les couloirs se matérialisent par comment, justement, est-ce qu'il faut... on a dit, vous avez redit qu'on ne va pas déplacer de population, ça appartenait à un autre siècle. Mais dans notre siècle présent, où on trouve justement à Kinshasa les gens qui jettent les ordures dans le caniveau, vous prenez une bouteille d'eau, vous jetez sur les trottoirs, et on trouve au niveau au niveau de nos cours d'eau, au niveau de... Un peu partout, vous trouvez de sachets partout. J'ai été scandalisé, je crois, il pleuvait un jour, je suis descendu l'ascenseur ici, j'étais quelque part, je vois, je ne suis même pas descendu, j'étais ici à l'étage, je vois... Au niveau du boulevard là-bas, quand il a plu, et quand il ventait là, il y a 2 sachets qui montent. C'est comme si c'était un phénomène, alors que c'est justement les ordures que nous avons. Déjà face à une population comme ça, comme celle-là, principalement de Kinshasa, on a été un peu partout à travers ce pays, et on a vu que c'est un peu ça s'empire dans la capitale. Et au niveau de la mentalité, pensez-vous vraiment que c'est possible de changer dans le cadre de ce couloir? Je pense que le problème, c'est ça, c'est ce que vous dites, la mentalité. Et cette mentalité, au niveau de Kinshasa, elle est vraiment très prononcée dans le sens négatif. C'est ici qu'il y a moyen. Il y a moyen de tout changer. Il y a moyen de tout changer parce que l'État reste l'État. La première étape, c'est commencer par la sensibilisation. Et après la sensibilisation, on doit sanctionner les auteurs. Mais quand on ne sensibilise pas, quand on ne sanctionne pas les auteurs, imaginez-vous quel sera le résultat. Et le problème aussi, c'est quoi? Parce que nous parlons de déchets. Est-ce au niveau des déchets, il y a des structures qui ramassent les déchets et qui les traitent? Parce que quelqu'un peut avoir ce déchet dans sa propre maison, mais il ne sait pas où est-ce qu'il va les jeter. Il ne sait pas. Et s'il y avait des structures ou des organisations qui prennent des déchets... Non, mais il y a quand même, nous avons les réseaux, Kinshasa, je crois, il y a Kinbopeto, il y a beaucoup de structures à Kinshasa ici, au sein du ministère de l'Environnement. Il y a les pouvoirs à signer même un certain nombre d'accords justement à ces secteurs, mais on se rend compte quand vous dites que l'applicabilité justement, l'effectivité du travail de ces structures qui pose problème. Oui, c'est vraiment l'effectivité de ces structures qui pose problème, et ça pose problème à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des animateurs de ces structures-là, et je peux même dire au niveau de l'État qui ne donne pas des fois des moyens de politique, de mener les politiques. Parce que quand vous parlez de structures comme au niveau du ministère de l'Environnement, vous trouverez la cellule d'assainissement. Mais que fait la cellule d'assainissement au niveau du ministère? À l'époque, quand j'étais enfant, je me rappelle, j'étais au village, parce que moi, je suis un villageois. J'étais au village, je voyais les agents du ministère de l'Environnement circuler dans notre village chaque samedi pour contrôler les maisons, contrôler les parcelles, pour voir si les gens ont entretenu ou pas. Si on n'a pas entretenu, on les sanctionne. Mais ici, au niveau de Kinshasa, est-ce qu'on sanctionne celui qui jette le déchet dans la rue? Bon, en tout cas, le gouvernement de Kinshasa, de la ville de Kinshasa, venait de signer, conclure un contrat. Non, en tout cas, c'était sous l'apanage du ministère national, la vice-primature en charge du plan. Et finalement, le ministre provincial de l'environnement, M. Mulumba, Léonard Mulumba, a pu signer, a pu conclure justement un contrat entre les consortiums d'entreprises MAGE, EGEC, CETI, DW avec un cabinet qui a été recruté justement par le ministère du Plan. Et lors de cette cérémonie de signature, il y a eu beaucoup de représentants de structures qu'on venait de citer ici, qui s'occupaient justement de ce fait de l'environnement. Je peux citer le FONAC, qui est Fonds d'assainissement de Kinshasa. Nous avons avec le directeur général de la RASKIN, Régie d'assainissement de Kinshasa. Il y a le directeur général de UCP, qui est Unité spéciale de protection de l'environnement. On a parlé dans cette émission. Il y a aussi le directeur général de RESAPKIN, qui est la Régie de salubrité, propriété publique et gestion des ordures ménagères de Kinshasa. C'est tellement une constellation de structures et que finalement le travail sur terrain, vous dites que ça pose problème. Et comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce qu'on résout le problème avec toutes ces structures et avec l'avènement du couloir vert? Comment, en tant qu'expert, parce que votre analyse est censée être une analyse tiède, objective, qui ne prend pas en considération une considération politique. Oui, je pense que ça ne sert à rien de multiplier des structures. Ça, c'est le premier élément que je dois dire. Parce qu'en multipliant des structures, il y a des fois chevauchement entre les structures et on ne sait pas qui fait quoi, où et comment.
Il faut avoir des structures bien déterminées, avec des spécialités bien déterminées, et que ces structures-là soient à la hauteur de mener à bien leurs activités. Alors, au niveau de Kinshasa, par exemple, vous me parlez de plusieurs structures, mais quand vous circulez dans la rue, est-ce que vous voyez toutes ces structures-là? Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Et dans votre thèse, on termine par là, dans votre thèse, notamment vous demandez l'applicabilité de votre thèse de doctorat. Vous parlez notamment, les résultats de votre thèse sont parvenus à une conclusion sur laquelle il faut définir les politiques et stratégies adaptées dans ce secteur de la conservation de la nature. Et vous avez prôné aussi pour la promotion des autres mesures de conservation efficaces et de la nature. Vous avez proposer, recommander l'intégration de la conservation du bonobo dans les domaines. Là, on est en ville, il n'y a pas de bonobo dans la ville, et ça peut être peut-être dans les jardins zoologiques. Vous avez proposé également l'intégration de la... Vous avez proposé, je veux dire, le développement des activités alternatives à l'utilisation de déchets et tout ça pour un développement durable et de la biodiversité qui doit être protégée, et mettre en place aussi le programme de recherche des monitoring, tout ça dans les secteurs. Moi, ce qui m'a intéressé en tant que communicologue, c'est justement dans ces secteurs-là de la promotion, promouvoir la communication, l'éducation et la sensibilisation sur les thèmes de la conservation de la nature. Et vous avez dit ici tout à l'heure, vous pensez qu'il faut des actions de communication, notamment, principalement dans la ville de Kinshasa. C'est un peu partout dans le cadre de ce couloir vert. Et vous pensez que ce n'est pas seulement une question de spécialistes de la biologie ou de l'environnement, c'est aussi une question de spécialistes de la communication. Merci beaucoup. Et là, je reviens d'abord, parce que vous parlez de ma thèse, à l'originalité de ma thèse par rapport à cela, la biologie de la conservation. Je disais au début que la biologie de la conservation, c'est une discipline nouvelle qui prend tous les aspects de la vie. La communication, la sociologie, l'économie, les politiques, le droit. Ce qui fait que au niveau de la gestion de l'environnement, ce n'est pas seulement l'apanage de biologistes ou des agronomes. Tout le monde est important et tout le monde doit amener sa pierre dans la construction de cet édifice qui est la construction d'un environnement durable. Donc, le communicateur, le communicologue, comme vous êtes, donc vous êtes très important parce que vous le savez bien, parce que c'est votre domaine. À chaque audience, il y a un message à donner. Le message que vous allez donner à Kinshasa, moi je n'ai eu que le cours de communication environnementale, c'est peut-être pour 15 heures seulement, mais on nous a dit qu'à chaque auditoire, il faut avoir... à chaque communication, son contexte. À chaque communication, son contexte. À chaque millier, à chaque type de personne, il y a la manière dont on présente et les messages dont on présente. Le message que vous allez parler de la gestion de l'environnement à Kinshasa, ce n'est pas le message que vous pouvez parler de gestion de l'environnement au niveau de Bouta ou de Katakokombe. Donc, vous êtes important dans ce domaine-là et vous devez jouer votre rôle. Et c'est pourquoi nous devons tous travailler main dans la main, chacun dans son domaine, pour booster le développement de notre pays. Et si on se limite à ce qu'il y avait à l'époque, la discussion des sciences ou les discussions des sciences, on n'aboutirait pas à un développement durable. Le développement durable, c'est une approche intégrative, participative, multisectorielle. Donc, chacun a son rôle pour appuyer le développement. Les communicateurs, nous avons besoin de vous pour donner les messages aux communautés, pour sensibiliser les communautés, pour instruire même les communautés. Voilà, merci beaucoup, docteur Valentin Omansombo, qui est docteur en sciences biologiques, on l'a dit, enseignant à l'université de Kinshasa, où il est spécialiste, il est primatologue, il est spécialiste de la conservation de la nature, de la biodiversité également, avec une particularité. Il a publié une thèse sur la conservation du bonobo dans son milieu naturel. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On vous a reçu à pied levé, vous avez dit que vous faisiez un voyage justement à l'intérieur justement du pays pour comprendre ces questions de conservation de la nature. Merci beaucoup, Junior. C'est moi d'ailleurs qui dois beaucoup vous remercier pour m'avoir reçu dans votre mission. Et je pense que ce n'est pas la première fois qu'on échange sur ça, parce que c'est de la conservation de la biodiversité, c'est le domaine vital. Pas de conservation de la biodiversité, pas de vie. Donc la conservation de la biodiversité égale la vie. Et je pense que nous devons multiplier ce genre d'émissions afin
non seulement de faire comprendre aux communautés l'importance de la biodiversité, mais aussi aider nos décideurs à prendre de bonnes décisions pour faire avancer le développement de ce pays. Voilà, le message est passé. Écoverte, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous la présenter. On a parlé de ce couloir vert, ce vaste projet présidentiel que la RDC a porté depuis le 15 janvier où le Premier ministre, la Première ministre, Madame Soumino, a pu prendre un décret justement pour déclarer l'instauration de cette zone très vaste autour de 100 000 km. On a parlé avec à peu près autour de 1 milliard d'investissements publics dans les secteurs. Il y a beaucoup d'enjeux économiques, conservation de la nature, dialogue communautaire et aussi, vous avez compris qu'il y a beaucoup d'acteurs que nous recevons dans le cadre de cette émission, prônent pour une approche participative de beaucoup de partenaires, le scientifique, la société civile dans son ensemble. On a parlé de l'intégration de communautés locales directement touchées par cette initiative présidentielle, ce projet, ces grands projets, parce que la RDC veut demeurer, le président l'a dit, le pays solution dans ces secteurs-là de la conservation de la nature, dans la recherche de la stabilité, de la biodiversité, dans les équilibres environnementaux à travers le monde. La RDC qui est, on l'a dit, qui abrite plus de 60% du forêt du bassin du Congo. Donc, pays solution, comme on l'a dit, ce n'est pas exagéré. Merci beaucoup et on se retrouve à très bientôt pour un autre numéro Découverte.